On est ici face à l'une des sculptures les plus ambitieuses jamais créées. Une œuvre qui a littéralement consumé son créateur pendant près de 40 ans. C'est l'histoire épique de La Porte de l'Enfer d'Auguste Rodin. Regardez-moi cette surface. C'est un véritable maelstrom de corps, un chaos de membres qui s'entremêlent. On y sent les chairs qui palpitent, les muscles tendus à l'extrême par la douleur, par le désir. C'est une vision de la condition humaine à une échelle monumentale. C'est rempli de drame et de passion. On pourrait croire que c'est une seule et même œuvre, mais en réalité c'est bien plus que ça. Pour Rodin, La Porte de l'Enfer a été un genre de réservoir de formes. C'est de là, de cette source créative, que sont nées certaines de ses sculptures les plus connues, celles qu'on admire aujourd'hui comme des œuvres à part entière. Et c'est ça la grande question finalement. Comment un projet qui, sur le papier, semblait assez simple, a-t-il pu se transformer en une quête artistique qui a duré toute une carrière sans jamais être vraiment terminée? Alors pour comprendre comment cette porte est devenue une telle obsession, on va suivre son histoire en 5 temps. On part de la commande initiale pour arriver jusqu'à son héritage si particulier. Bon, tout commence en 1880. À ce moment-là, Auguste Rodin est un artiste talentueux, oui, mais il est encore loin d'être célèbre. Il se bat, il essaye de faire accepter son travail, qui est très novateur et qui bouscule un peu les conventions académiques de son temps. Il a presque 40 ans, c'est pas rien. Il sort d'une décennie assez compliquée, marquée notamment par la polémique autour de sa sculpture, l'Âge d'airain. On l'avait accusé d'avoir triché, d'avoir moulé directement sur un modèle vivant, et c'est là, à ce moment précis, qu'il reçoit la commande qui va tout changer. Les détails sont assez clairs. Le 16 août 1880, l'État français lui commande une porte décorative pour un futur musée des arts décoratifs. Et on lui impose le thème. Il doit illustrer la Divine Comédie, et plus précisément l'Enfer de Dante. Une commande qui semble assez modeste, mais qui va devenir un projet absolument titanesque. Alors, dès qu'il reçoit la commande, Rodin se jette dans le travail avec une frénésie créatrice assez incroyable. Il dira lui-même « J'ai vécu un an entier avec Dante, ne vivant que de lui et qu'avec lui. Il est en immersion totale. Il dessine, il modèle sans arrêt pour donner vie à ses premières visions de l'enfer. » Et ça illustre parfaitement l'évolution de son idée. À gauche, la toute première maquette est très classique, très inspirée de la tradition, avec une structure en panneaux bien définie, un peu comme la porte du paradis de Ghiberti à Florence, mais très vite il abandonne cette rigidité pour la composition de droite. Une vision beaucoup plus unifiée, un tourbillon où les corps se fondent dans un paysage de pure souffrance. Et au cœur de cette nouvelle composition, dominant toute la scène depuis le haut de la porte, une figure se détache. Une figure qui, bien plus tard, deviendra l'une des sculptures les plus célèbres, les plus reproduites au monde. Au départ, cette image iconique de la pensée universelle, ce n'est autre que Dante lui-même. C'est le poète, au sommet de la porte, qui contemple les cercles de l'enfer qu'il a lui-même créés. C'est une image de l'artiste qui réfléchit à sa propre création, une sorte de portrait de Rodin en filigrane. Mais au fur et à mesure que le projet avance, quelque chose change. Rodin s'éloigne de la simple illustration du texte de Dante. Son enfer devient de moins en moins celui du poète italien et de plus en plus le sien. Une vision plus personnelle, plus intime et surtout beaucoup plus moderne. C'est vraiment là que tout bascule. L'enfer de Rodin, ce n'est plus un lieu de punition divine, de jugement moral. Ça devient un espace intérieur où se débattent les passions humaines. C'est un enfer intime, qui n'est plus seulement inspiré par Dante, mais aussi par la poésie de Charles Baudelaire. L'influence de Baudelaire est tellement forte que Rodin va même illustrer un exemplaire des Fleurs du Mal. Les thèmes de Baudelaire, la sensualité, l'anxiété, la vie moderne, tout ça vient imprégner chaque recoin de la porte. Et cette nouvelle liberté créatrice va complètement transformer la porte. Elle devient une sorte de laboratoire, un incroyable réservoir de formes dans lequel Rodin va piocher, expérimenter et sortir des œuvres pour le reste de sa vie. Prenez Le Baiser, par exemple. Tout le monde connaît cette sculpture. Elle représente les amants maudits Paolo et Francesca. Au début, ce couple était sur la porte, sur le bâton de gauche. Mais Rodin a fini par l'enlever. Il trouvait que sa tendresse, son bonheur presque, contrastait trop avec le thème général de la souffrance. Mais Rodin va encore plus loin. Il ne se contente pas de sortir des figures de la porte. Non, il les réutilise pour créer de toutes nouvelles œuvres en les combinant entre elles. C'est sa fameuse technique de l'assemblage et c'est révolutionnaire. C'est l'exemple parfait. Je suis belle est né de la fusion de deux figures qui n'avaient rien à voir à l'origine, la femme accroupie et l'homme qui tombe. Il les assemble et hop, ça crée une composition totalement nouvelle d'une puissance incroyable. Il va même la nommer en citant un vers de Baudelaire. Alors malgré toutes ces années de travail, le destin du projet va prendre un tour assez inattendu. Le musée pour lequel la porte était prévue ne verra jamais le jour. Le projet est annulé. Et pourtant, Rodin continue. Il continue de travailler sur son œuvre, il ajoute des choses, il en modifie, jusqu'à sa mort en 1917, sans jamais la déclarer finie.
Ce parcours de près de 40 ans, c'est juste hallucinant. Rodin a dédié sa vie à cette œuvre, mais il n'aura jamais la chance de la voir dans sa forme finale, la plus durable, le bronze. Les premières fontes en bronze n'ont été faites qu'après sa mort. Mais cet aspect inachevé, c'est peut-être ça, la clé de sa force. Comme l'a si bien dit le poète Rilke à propos des œuvres de Rodin, même celles qui semblent incomplètes sont en fait un tout parfait, qui n'a besoin de rien de plus. L'inachèvement devient une forme de perfection. Aujourd'hui, on peut admirer les versions en bronze de cette œuvre monumentale. Tout en haut, les 3 ombres, 3 figures identiques qui pointent vers le chaos en dessous, comme pour répéter le célèbre vers de Dante « Vous qui entrez, abandonnez toute espérance ». C'est le testament d'un génie artistique implacable, protéiforme. Au final, la question reste entière. Est-ce que La Porte de l'Enfer est une œuvre inachevée, ou est-ce que c'est la représentation d'un univers créatif tellement immense, tellement bouillonnant, qu'il était tout simplement impossible de le contenir ou de le déclarer un jour fini ?